fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Jeunes Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir de vous notre très cher invité, Agnello Kazadi. Alors, avec vous, nous allons le découvrir tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, nous sommes dans l'émission en Jeunes Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous et nos téléspectateurs, nous voulons découvrir, vous êtes jeune entrepreneur, ce que vous faites et notre but de vous recevoir sur cette émission. Alors, avec le mot clair, nous voulons savoir qui est monsieur Agnello Kazadi. Agnello Kazadi est préfet du collège Mokinkoussa à Rosette. Dans ce cadre que vous êtes reçu aujourd'hui, je suis d'abord technicien d'information, ingénieur informaticien, et j'ai pris le temps de pouvoir étudier à l'UPEN avant de faire l'informatique. C'est un peu qui fait que je suis technicien des humanités, j'ai fait la pédagogie à l'UPEN et je suis allé faire l'informatique à l'ISIP. Dans votre présentation, on a vu que vous êtes passé par la communication, vous êtes passé par l'informatique, une formation en informatique, mais qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez aujourd'hui dans cette école? J'ai commencé dans cette école d'abord comme gestionnaire, c'est-à-dire je m'occupais des finances. Moi à l'ISIPA j'ai fait l'informatique des gestions, j'ai étudié les cours de comptabilité, je me suis retrouvé ici comme gestionnaire financier. Après un moment, lorsque certaines choses n'allaient pas, l'école a siégé, a trouvé que j'avais certaines compétences qui pouvaient m'amener à pouvoir diriger l'école sur le plan pédagogique. C'est comme ça que j'ai été élevé au niveau de préfet de l'école et c'est comme ça que je suis aujourd'hui préfet. Ok, merci monsieur Agnello Kazadi. Alors, pouvez-nous, vous êtes préfet aujourd'hui, mais nous savons que l'école n'a pas commencé avec vous. Ça devra commencer bien avant que vous le teniez aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous éclaircir un peu sur l'école? Comment est-ce que ça a commencé plutôt et parlez-nous un peu de l'historique de l'école. Le collège Mokinkoussa existe depuis plus de 25 ans passés. Cette école a été dirigée à l'époque par un couple, M. François Kazadi et Mme Nanga, communément appelés tonton François et Mme Fanny. Ils ont dirigé l'école pendant un long moment. Quelques temps plus tard, après leur séparation, l'une est restée propriétaire et l'autre est partie. On a eu comme préfet Johnny Meo, qui est aujourd'hui cadre au ministère de la Santé. Après lui, il y a eu M. Leta, qui est aujourd'hui préfet dans une autre école. On a eu Beteti, qui est aujourd'hui assistant à l'UPEN. Et après lui, c'est moi qui suis devenu préfet. Donc c'est un peu ça. Lorsqu'on a commencé à l'époque, il n'y avait pas encore assez d'écoles dans le quartier. Je suis très sûr que l'école a commencé avant 1989. Donc aujourd'hui, elle a plus de 25 ans. Donc, est-ce que je peux dire en quelques mots? Merci, monsieur Agnello Kazadi. Plus de 25 ans, l'école existe jusqu'à ce jour. Alors, nous savons, dans une école, il y a toujours des organisations, il y a toujours des structures. Alors, comment est-ce que vous évoluez dans cette école? Quelle est votre organisation et quelle est votre structure? Si vous pouvez un peu éclaircir nos téléspectateurs sur ces points. Bon, s'il faudra parler de la structure de l'école, d'abord, c'est vrai, plusieurs pensent que l'école, la promotion est une fonction, mais la promotion n'est pas une fonction à l'école. On est propriétaire, certes. Dans l'organigramme, je me retrouve comme étant préfet. Après moi, j'ai un directeur des études. Après ce directeur des études, nous avons un conseiller pédagogique. On a un conseiller d'orientation qui s'occupe des élèves qui sont en première et deuxième. Et après eux, nous avons les enseignants et nous avons les élèves. On a les surveillants qui est le huissier de l'école qui s'occupe de balayer et puis ranger les salles de classe. Donc c'est un peu ça, si on doit parler de l'organigramme de l'école. En tant que jeune entrepreneur, je vois que vous êtes si jeune et toutes ces charges-là reposent sur vous. Alors, comment arrivez-vous à gérer tous ces personnels, tous ces élèves qui viennent ici et comment vous, un peu expliquez-nous, comment arrivez-vous à gérer tous ces mondes? Qu'est-ce que ces gens viennent faire à l'école? L'enseignant vient pour enseigner. L'élève vient pour apprendre. Lorsque vous maîtrisez ces deux choses, ça vous permet de pouvoir gérer chacun d'une bonne manière. C'est-à-dire l'enseignant, je ne le traite pas comme un élève, je le traite comme un enseignant. Ça veut dire qu'il est obligé de pouvoir amener chaque matin ses objets. De même que l'élève, lorsqu'il vient, il a des objets. Ce qui fait que je les gère selon leur qualité ou leurs devoirs qu'ils ont envers l'école. Alors, au-delà de ça, nous avons des humeurs qu'il faudra gérer. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir eu un grand-père qui était enseignant, un père et une mère
qui était enseignant, moi-même enseignant, ce qui fait l'enseignement est une vie pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu dès le bas âge. Je suis sûr, moi je suis né, la maternité a été payée avec l'argent de l'enseignement. Donc je travaille dans un domaine qui n'est pas par manque d'autres choses à faire, mais c'est par amour de ce travail que je le fais. Parce qu'avant que je ne sois à l'école, ou en dehors d'être à l'école, j'ai fait des affaires. Mais cela ne m'impose pas de pouvoir arrêter le travail de l'école parce que je sens que c'est une vocation pour moi. Alors, parlez-vous un peu. Est-ce que cela vous fait un peu un plaisir d'être aujourd'hui ce que vous êtes, en tant que préfet de l'école? Qu'est-ce qui ça ramène à votre existence ou qu'est-ce que ça vous pousse encore à faire plus contrairement à gérer une école? L'école m'a beaucoup appris. Cela m'a appris d'abord à pouvoir mieux grandir sur le plan psychologique. Je suis venu à l'école, j'étais trop petit, je venais à peine de finir ma troisième. Je me suis dit, je devais trouver un boulot. L'occasion s'est présentée, je suis venu travailler à l'école. Certes, mes parents sont propriétaires de l'école, mais je suis seul qui travaille ici. Les autres n'ont pas trouvé mieux de venir faire ce travail. Moi, j'ai aimé ce travail, je suis venu. Ça m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je connais comment gérer les humains, comment gérer les humeurs des humains, sans leur faire du mal, mais les gérer et être à côté d'eux. Je pense que si demain je retrouve des ambitions plus grandes que cela, je ne vais pas regretter mon passage à l'école. Parce que ça m'a permis de maîtriser les humains et leurs humeurs. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes dans votre mission Jeunes Entrepreneurs. Ici, nous cherchons à vous faire connaître les jeunes qui émergent dans la société tout entière et dans le monde. Voilà, que nous avons ici pour vous M. Angelo Kazadi. Alors, avec lui, on va continuer nos questions. Voilà, M. Angelo Kazadi, dites-nous, avez-vous de partenaires dans votre école de Rosette? Je dirais oui, comme je pourrais dire non. Pourquoi? L'école des Rosettes depuis 1998 mais la promotrice de l'école, en dehors de l'école, est présidente d'une ONG. Elle est fondatrice d'ONG. Après avoir créé cette ONG a signé un partenariat avec l'école pour pouvoir faire étudier les enfants gratuitement. Au début, l'ONG avait déversé à l'école 200 élèves qui devaient étudier gratuitement. 200 enfants qui venaient de cette ONG, l'ONG s'appelle l'Obsédo. L'Obsédo nous a offert, ne paye pas les frais, mais toutes les fois qu'elle est financée ou elle reçoit un petit don, elle revient pour payer ses dettes, même si ces dettes elles sont tellement grandes. L'Obsédo nous aide à pouvoir recevoir plusieurs histoires. En dehors d'eux, l'école vit des frais scolaires que les enfants payent. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'État ne subventionne pas l'enseignement. Alors, nous sommes obligés de pouvoir nous contenter de ce que les élèves payent comme frais scolaires. Alors, ne pas avoir de partenaire dans une école, ça vous boite pas le pas quelque part pour évoluer, pour mieux développer l'idée que vous avez de gérer l'école. Ça vous pousse pas peut-être à la relâcher? Ce n'est pas du tout facile d'évoluer seul. Ce n'est pas par orgueil que nous fonctionnons ainsi. C'est parce qu'on n'avons pas peut-être eu certaines opportunités. Et si elles s'est présentées, nous serons tellement satisfaits de pouvoir en avoir. Et on n'est pas resté mains croisées, nous avons toqué plusieurs fois les portes. Et nous pensons que là où nous avons toqué, un jour elles seront ouvertes. On a essayé de faire certains partenariats avec une école qui est en France. Cela n'a pas tenu suite à certains problèmes qui se sont présentés. Vous voyez, le Congolais à l'étranger, des fois, fonctionne bizarrement. C'est comme ça que ce partenariat n'a pas tellement bien abouti. Mais nous pensons à certains partenariats que nous sommes en train de signer, avec le Centre culturel Wallon de Bruxelles, dont les enfants doivent commencer à lire dans la bibliothèque plusieurs fois. C'est prévu une fois la semaine que la lecture s'est faite. Et donc débuter au mois d'avril avec ce partenariat entre le Centre culturel de Bruxelles et l'école. Quelles sont les activités que vous organisez pour enrichir la connaissance des élèves? Est-ce que vous avez une bibliothèque ici à l'école qui permettra aux élèves de bien apprendre aussi que l'enseignant leur donne comme enseignement? Nous avons une bibliothèque qui date de très longtemps,
moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait mon école primaire, ma première et deuxième secondaire dans cette école. Et si je suis ce que je suis, ça veut dire que l'école a pu donner une bonne formation à une personne comme moi. Et je pense qu'avec le nombre d'années que nous avons, il est impossible qu'une école comme ça manque une bibliothèque pour enchérir la connaissance des enfants. En dehors de la bibliothèque, je dis, nous avons un partenariat que nous sommes en train d'enchérir avec le Centre culturel à Bruxelles. C'est pour pouvoir initier les enfants à une lecture qui va rester dans leur vie. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où il est difficile ou rare de trouver même un journal qui peut vendre plus de 2000 exemplaires chaque semaine. Parce que la culture de la lecture n'existe pas dans nos pays. Mais nous nous battons de pouvoir initier ces enfants à la lecture. En dehors de ça, nous organisons des visites guidées avec les enfants qui leur permettent de pouvoir enchérir leurs connaissances. Parce qu'il faudra, en dehors des théories qu'on reçoit à l'école, palper la réalité en allant visiter certaines choses. Je donne un cas simple. Un enfant qui est en première année primaire, vous lui parlez par exemple du crocodile, il ne voit aucune image du crocodile, il n'a jamais vu le crocodile, ça reste abstrait dans sa tête. Mais il suffit qu'il aille voir devant lui un crocodile, il développe lui-même une certaine compréhension, il peut lui-même expliquer aux gens c'est quoi un crocodile juste pour avoir vu. C'est une aperçu que vous l'offrez. Donc c'est comme des occasions de classes, comment dirais-je, des visites guidées, on vous dirait des classes promenades avec les enfants. Ça s'est fait par rapport à un planning que nous avons fait qui va de pair avec les cours dans les classes des élèves. Nous voulons savoir, M. Kazadi, dites-nous, votre école, vous avez des classes classées par genre, vous avez l'école gardienne, maternelle, primaire, humanité. L'école de Rosette a d'abord l'école maternelle qui reçoit les enfants de 3 ans à 5 ans. Nous avons l'école primaire de la première 6e année primaire. Nous avons la première et deuxième secondaire. On a les humanités de 3e en 6e. Avec 5 options, on a la littéraire, la biochimie, la pédagogie, la commerciale et l'électricité. Ce sont les 5 différentes options que vous retrouvez chez nous à l'école. Est-ce que vous rassurez aux parents que les élèves, les enfants qui viennent apprendre ici seront demain ou après-demain capables de défendre la formation qu'ils ont apprise ici ou de représenter aussi l'école partout ailleurs? Vraiment, je suis fier de l'école de Rosette. Pourquoi? J'ai eu, quand j'appelle grands frères, ce n'est pas mes grands frères sur le plan familial. Nous avons eu des grands frères qui sont passés chez nous ici, qui sont certains professeurs à l'université, certains sont des assistants, certains sont devenus, je ne sais pas tout le monde, je dois citer tout le monde. Certains sont des pasteurs des grandes églises. Je suis très sûr que s'ils défendent cette formation, c'est parce qu'ils l'ont eu en ces lieux et ce n'était pas une blague. Et moi, avec cette formation que j'ai reçue, ma plus grande vision, c'est d'offrir aux enfants qui viennent à l'école une formation plus meilleure que ce que moi j'ai reçu. Moi, lorsque j'ai étudié ici, je n'avais pas eu cette facilité de pouvoir apprendre avec les mêmes méthodes que nous appliquons aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye d'importer certains documents pour mettre les enfants à un bon niveau. Nous sommes par exemple à l'école primaire, vous savez, l'État a remis des livres qui ne répondent pas répondent pas au programme national. Nous avons des livres comme Génovique, il manque certaines choses. Nous nous sommes battus à pouvoir importer certains documents qui répondent à notre programme, mais pas seulement parce qu'ils répondent, mais parce qu'elles ont été mieux réfléchies que certains livres qu'on offre dans notre pays aux enfants, juste pour que ces élèves à la fin aient une bonne qualité. Ce qui fait chez nous, lorsqu'un enfant fait 3 mois en première année primaire, après le premier trimestre, l'enfant doit être capable de faire certaines lectures, faire des calculs, des très bons calculs. Parce que le but qu'un enfant, quand il vient à l'école primaire, c'est d'apprendre à lire, écrire et calculer. Et on se bat qu'au premier trimestre, l'enfant puisse acquérir certaines compétences qui lui permettent de lire certaines phrases. Et qu'à la fin de l'année, que cet élève, même lorsqu'il a l'église, qu'il puisse lire la Bible quand il finit sa première année primaire. Et si on les fait, c'est-à-dire nous dépassons les limites qui doivent être demandées. Le programme national demande que l'élève en première primaire puisse arrêter au chiffre 20. Et nous, nous débordons. Donc pourquoi? C'est parce qu'on s'est dit que ces enfants sont capables d'apprendre mieux que ça. Et on se bat pour leur donner le maximum de ce que leur
comment dirais-je, leur tête est capable de pouvoir retenir pour que demain, ces enfants soient des élèves capables de défendre la formation reçue en série. Je vous ai dit, moi qui vous parle, j'ai étudié ici depuis l'école maternelle jusqu'en deuxième année secondaire. Si j'avais très mal étudié, je ne serais pas capable de pouvoir venir gérer une école. Alors dites-nous, vous évoluez sans partenaire. Vraiment que ce n'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que préfet ou dirigeant des écoles? J'ai toujours dit, l'inspection est celle qui a rendu les parents quinois aventuriers. Pourquoi? En acceptant, lorsque par exemple un élève s'inscrit en 6e dans une école et que cet élève n'a pas payé les frais scolaires, l'inspection encourage l'enfant à faire l'examen d'État et partir avec des dettes. Et à la fin, l'enfant peut aller récupérer son attestation de réussite. L'inspection ne va pas refuser. Parce qu'on voit aujourd'hui des parents qui viennent au centre d'examen d'État, payer l'argent au maître des inspecteurs des centres. Et ça, c'est au détriment des écoles. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des diplômés d'État sans une bonne formation qui ont reçu, je ne sais pas, cette chance peut-être de répondre par fico. Et à la fin, l'enfant réussit. Cela détruit l'enseignement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais plus les années passent, plus les parents sont devenus insolvables à Kinshasa. Ce n'est même pas question de conjoncture. Un jour, j'ai fait un déplacement pour aller à l'intérieur de Bakomo. J'ai vu comment les écoles fonctionnent. Les parents sont plus consciencieux que ceux qui habitent Kinshasa. Pourquoi? Kinshasa, qui est la capitale, siège des institutions, lorsqu'un ministre passe à la télévision, un gouverneur dit aux parents de partir à l'école même s'ils n'ont pas payé, en menaçant les dirigeants des écoles de pouvoir recevoir les enfants sans avoir payé. Mais je n'ai jamais vu l'inspection accepter un élève sans avoir payé les frais d'examen d'État pour faire l'examen d'État. Donc aujourd'hui, les plus grandes difficultés sont dues à notre plus grand partenaire qui est l'inspection, quand je parle de l'EPSP du ministère de l'Éducation, qui a beaucoup encouragé les parents à être insolvables. Pour preuve, je n'ai jamais vu un ministre de l'EPSP ou un gouverneur de la ville faire appel aux parents de pouvoir payer les frais scolaires. Alors que c'est une éducation que devaient donner les gouvernorats ou l'EPSP, qui est un ministère de tutelle pour l'éducation, qui devait encourager les parents à payer les frais scolaires. Alors lorsque ce sont eux qui passent à la télévision pour encourager les parents dans l'insolvabilité, comme conséquence, aujourd'hui vous pouvez passer partout, les taux d'insolvabilité ne fait que grandir plus les années passées. C'est la plus grande contrainte qu'on a. S'ils peuvent quand même revenir à leur manière de faire, ça va encourager les parents à pouvoir payer les frais scolaires. Lorsque vous êtes à l'étranger, je ne suis pas sûr que vous pouvez amener votre fils à l'école, dans une école, sans avoir payé les frais. Si vous n'avez encore rien payé, l'enfant ne commence pas l'école. Ça se fait partout à l'étranger. Votre fils est parti de l'école avec des dettes. Ces dettes seront payées lorsqu'il va travailler. Chez nous, lorsqu'un élève part avec des dettes, ces dettes disparaissent. Il n'y a pas un mécanisme qui vous permet de pouvoir aller poursuivre cette personne. Vous n'avez jamais vu un procès en justice où l'école est allée accuser un parent pour un paiement de frais scolaires. Mais lorsque vous êtes à l'issue, un étudiant ne peut pas faire les examens sans avoir payé. Un étudiant ne peut pas être collé sans avoir payé. Mais chez nous, dans les écoles, un enfant peut faire l'examen d'État sans avoir payé. Et aujourd'hui, il y a même ce phénomène autodidacte qui a rendu les parents encore plus insolvables. Lorsque les parents trouvent qu'il manque les moyens pour payer les frais scolaires, l'enfant quitte de la 3e pour se retrouver en 6e. Il va à l'inspection, il va payer son inscription et cet enfant va faire l'examen d'État. S'il a la chance de pouvoir réussir, comme je dis, par fico, cet enfant fait 52, 53. Et dites-nous, 10 ans plus tard, quelle sera l'éducation de notre pays? On aura quel type d'enfant? Quel type d'étudiants à l'université? L'éducation sera par terre. 20 ans plus tard, lorsque cette génération de jeunes professeurs qui sont aujourd'hui dans les écoles vont vieillir, on sera obligé de pouvoir importer même les professeurs d'extérieur. Parce que l'éducation sera détruite. Donc si aujourd'hui nos frères qui sont à l'inspection comprennent ces choses, je suis très sûr qu'on pourra rebâtir quelque chose de meilleur. La plus grande difficulté, c'est l'inconscience de certains parents en refusant de payer les frais de certains enfants, de leurs enfants, qui est encouragé par ceux qui dirigent l'inspection. Vous allez voir chaque début d'année, le gouvernement enverra quelqu'un à la télévision pour menacer les écoles.
vous allez voir des membres de la justice venir déposer dans les écoles des convocations. Pourquoi? Parce que l'école, je ne sais, avait vendu quelque chose, je parle d'une manière générale, alors qu'on oublie que le promoteur de l'école peut aussi avoir un marché où, en dehors de son école, il n'oblige pas aux gens de vendre, d'acheter chez lui, mais il peut aussi acheter comme tout commerçant qui est sur la rue, il peut acheter ses uniformes, les exposer, je ne sais, à côté ou dans l'école, vendre sans obliger les parents. Mais aujourd'hui, parce que seulement l'école vend, on vient, on interpelle. Je ne suis pas sûr qu'il y a une loi qui interdit aux écoles de pouvoir avoir une je veux dire, une cantine à l'école. Si la cantine de l'école trouve qu'il faut vendre l'uniforme au même prix qu'au marché, je ne suis pas sûr qu'on devait recevoir des poursuites judiciaires pour cela. Mais là où je vous parle, j'ai déjà reçu une fois une convocation. Pas parce que j'ai vendu, mais parce que, je ne sais, un escroc ou un menteur est passé en venant avec des leçons de la justice pour déposer une convocation. Ça se passe dans plusieurs écoles chaque début de l'année. Nous sommes marginalisés par la justice. Nous avons les mêmes gens qui sont sur la rue, qui se retrouvent comme étant vendeurs, je ne sais pas, d'uniformes, peuvent demain devenir promoteurs d'école. Et s'ils ramènent ces uniformes dans leurs écoles, doivent-ils être arrêtés? Donc aujourd'hui, je peux dire, l'inspection doit nous aider. Si elle pense qu'il faudra réfléchir tel que je vous dis, les choses vont évoluer. On aura demain des enfants qui seront très bien formés. Mais si l'inspection ne pense pas ce que je vous dis, 10 ans, 15 ans plus tard, on nous donnerait raison. Nous aurons des professeurs étrangers qui viendront enseigner aux humanités. Prenons un cas échec, la section comme la section littéraire. Nous pouvons sillonner la commune de Malema qui a plus de 400 écoles. On ne rencontrera pas plus de 25% d'écoles qui ont des professeurs de latin qui ont fait le latin à l'université. Ce qui fait 10-15 ans plus tard, cette option va mourir. Alors, si l'inspection ne sait pas aider les écoles à fonctionner normalement, en collaborant pour trouver des moyens qui peuvent rendre les parents qui n'ont conscients pour la paye des frais scolaires de leurs enfants. Rassurons-nous, 10-15 ans plus tard, à Kinshasa, on aura moins de 10% des professeurs qui auront étudié à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la plupart d'enfants commencent l'année à gauche, terminent à droite. Ce n'est pas nous qui imprimons les bulletins. Hier, on pouvait incriminer les écoles pour dire que les bulletins étaient imprimés aux écoles. Mais les bulletins sont imprimés à l'inspection. Comment les enfants se promènent avec de nouveaux bulletins? Donc, pour dire, l'inspection devait changer sa manière de voir les choses pour permettre aux écoles de pouvoir évoluer. Un entrepreneur, on a reçu aujourd'hui M. Agnolo Kazadi, un jeune qui gère une école et Rosette. Alors avec lui, on est en train de développer, de savoir comment est-ce qu'il est en train de gérer. Lui étant un jeune entrepreneur, comment est-ce qu'il est en train de se développer étant préfet de cette école. Alors M. Agnolo Kazadi, voilà, on arrive petit à petit à la fin de notre émission. Alors, notre dernière question est que, êtes-vous reconnu par l'État comme elle est? L'école est agréée depuis 1996. Donc l'agrément date de très longtemps. À l'époque, les agréments n'étaient pas donnés à la même année de la création de l'école. Comme aujourd'hui, on a des écoles qui ont des agréments dans des sacs, dans des poches. C'est depuis 1996 que nous sommes agréés. On est reconnu par l'État en bonne et due forme. Parlez de votre devise. La devise de l'école, c'est l'effort fait l'effort. Donc, c'est un peu ça. L'effort fait l'effort. L'effort fait l'effort, fidèles téléspectateurs. C'est à ce point que nous mettons un point à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la chaîne.